vous. Celles et ceux qui nous connaissent déjà en tant que défenseurs des enfants martyrs se souviennent que nous avons tous deux disparu du décor en 2012, l'un après l'autre. Nous imaginons sans peine la grande surprise que notre retour occasionne à beaucoup d'entre vous. Nous avons été neutralisés l'un après l'autre par une organisation criminelle absolument insoupçonnée du grand public, justement parce que depuis des années, nous enquêtions sur elle en clandestinité, cherchant à faire la démonstration de son existence. Et cette organisation criminelle est si étendue au cœur même de notre société que la majorité de nos contemporains préfèrent intuitivement ne surtout pas chercher à savoir de quoi il s'agit. Nous parlons quant à nous du réseau pédocriminel, avec ses ramifications nationales, régionales, hyper protégées. Protégé? Mais par qui? Par quoi? En fait, le réseau s'auto-protège. Il contrôle les institutions judiciaires, politiques, les mass-médias et même, comme nous allons le voir un peu plus loin, le corps enseignant, les organismes sociaux et bien d'autres organismes ou institutions proches de l'enfance avant tout. Nous vous mettrons face à ces constats, que les membres de ces réseaux essaient toujours de faire passer pour des légendes urbaines ou des théories de complot, traitant les lanceurs d'alerte de tous les noms et surtout de mythos parano. C'est donc à l'occasion de notre entreprise impossible de manifestation de la vérité que nous sommes tombés. Pour ma part, ce fut le 22 septembre 2012, après une course-poursuite avec des gendarmes en Franche-Comté. Ce qui m'est arrivé ce jour-là n'a rien d'un canular. Mais ça n'est pas le sujet de cette vidéo. Sachez tout de même que j'étais bel et bien tombé dans un piège tendu par des gendarmes dont certains, totalement instrumentalisés, ne savaient absolument pas quel jeu abject ils jouaient dans cette région du Doubs où Janet et moi étions venus enquêter. Si j'ai été porté disparu après cette traque, c'est bien parce que j'ai été totalement neutralisé. Je ne me suis sorti de cette situation que par pur miracle. Mais les événements sur lesquels je n'avais plus aucune prise m'ont interdit de refaire surface jusque-là. Le sort de ma bien-aimée Janet en dépendait depuis. Effectivement, j'ai été neutralisée quant à moi 3 jours après une conférence de presse que je fis le 20 octobre 2012, précisément sur le secteur où Stan avait disparu, pratiquement sous mes yeux, poursuivi par 2 patrouilles de gendarmes le 22 septembre. Le 23 octobre 2012, j'ai été arrêtée avec violence en pleine rue et j'étais en prison près de 4 mois en France, suite à une accusation montée de toutes pièces par l'inquisition pédocriminelle travestie en justice. Mais la machination judiciaire était un peu trop flagrante, un peu trop sous les projecteurs. Le mieux était donc d'organiser ma libération provisoire, assortie de mesures dites judiciaires, en vue de me réduire au silence en Allemagne, en attendant de me réincarcérer pour bien longtemps, une fois le bruit retombé. En principe, nous aurions dû nous dissoudre dans ce climat de terreur d'inquisition. Mais nous sommes à nouveau réunis, tous les deux, pour achever la mission que nous nous étions assignée, à savoir faire la démonstration de la réalité du réseau pédocriminel et de son emprise totale sur l'institution judiciaire en premier lieu. Si nous avons été si violemment neutralisés dans notre travail d'enquête, c'est justement ce qui nous permet finalement de faire cette démonstration à travers notre propre affaire qui est un véritable cas école de manipulation judiciaire trop grotesque et caricaturale. Nous allons donc nous faire un plaisir de commencer par mettre les choses au point concernant cette machination judiciaire, puisqu'elle illustre si parfaitement ce que nous voulions justement démontrer. Si beaucoup s'imaginent encore ne pas être concernés par ce que nous dénonçons, parce que s'agissant surtout de crimes sexuels impunis sur enfants, nous leur offrons l'opportunité de réaliser à quel point le réseau en question est vaste et actif, entreprenant en cette période d'achever son plan de contagion pédocriminelle avec vos enfants sous vos yeux, à toutes et à tous.
présent à cette histoire aussi complexe que rocambolesque. Le 22 septembre dernier, Christian dit Stan Maillot, ancien gendarme devenu chasseur de pédophiles, disparaissait à la suite d'un banal contrôle d'identité avancé dans le Doubs. Depuis ce jour, plus de nouvelles, mais beaucoup de rumeurs, au point que sa compagne mobilisait aujourd'hui ses soutiens sur place et interpellait les gendarmes pour tenter d'y voir plus clair. Jean-Luc Gantner, Jean-Marie Baffrel. Christian Maillot, alias Stan pour certains collectifs de défense de l'enfance contre la pédophilie. L'homme a bel et bien disparu lors d'un banal contrôle de police le 22 septembre dernier. Lors de ce contrôle, le passager avance sans explication, part, ouvre la porte et s'enfuit à travers un champ de maïs. S'ensuit une course-poursuite avec l'activiste sous le coup d'un mandat d'arrêt, condamné à 1 an de prison ferme dans l'affaire de l'extraction d'un enfant de la garde de son père, jugé en 2009. Depuis, plus de nouvelles, et forcément ses proches qui s'inquiètent comme sa compagne décidée à réagir fortement pour découvrir la vérité. Pour moi, il y a toujours le doute. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me pose des questions dans tous les sens, parce que je suis dans le flou absolu. Qui dit la vérité, qui dit pas la vérité, je ne sais pas. Nous sommes garants de l'ordre républicain. Notre mission première, c'est la protection des personnes. Et lorsque on nous accuse de participer à ces réseaux pédophiles et sataniques, ça nous heurte au plus haut point. Ce samedi, une soixantaine de militants sont venus de toute la France, de Suisse et de Belgique pour réconforter la compagne de Stan Maillot et apporter leur témoignage à la grande cause qu'ils défendent. Qui est normal en tant que membre de toute cette ramification qui combat dans l'ombre la pédophilie, d'être là pour pouvoir justement lui apporter tout le soutien. Le défenseur des droits de l'enfance, mais en marge de toute institution légale, était venu en Franche-Comté ce 22 septembre pendant sa cavale pour enquêter sur un présumé réseau criminel de pédophilie. Il y a des gens, des notables qui se réunissent, qui violent, qui torturent des enfants. Et ça se passe dans cette région. Mais c'est une région comme tant d'autres, ça se passe partout en France. Nous avons ouvert une enquête pour les vérifier. D'accord ? Moi, je ne peux pas vous en dire plus, parce que nous sommes soumis au secret de l'enquête, et nous vérifions actuellement ces affirmations. Les militants réunis dans le petit village d'Amancet pour ce qu'ils qualifient de premier rassemblement européen de lutte contre la criminalité organisée sur des enfants devraient planter leur tente ce week-end en attendant de trouver des réponses à leurs nombreuses questions. Il est très visible que l'intervention de Dionette était, pour le panier de crabes dénoncé, un événement très contrariant. Et il est facile de comprendre que l'imposture judiciaire n'allait pas en rester là. Revoyons très rapidement l'origine de cet événement. Il est important de préciser qu'avant cet épisode du 22 septembre 2012, nous étions allés enquêter en août 2012 en Charente-Maritime sur l'affaire Sandrine Gachadois, une mère de famille persécutée, et que notre enquête sur cette affaire rentrait dans un projet de documentaire que nous étions en train de boucler sur ce thème précis de la protection institutionnelle de la pédocriminalité en France. Le 22 septembre 2012, nous étions venus à Bolondoz, en Franche-Comté, pour rencontrer une jeune fille de 19 ans, témoin et victime du réseau local depuis sa plus tendre enfance. Un témoin qui, ayant à multiples reprises tenté de trouver l'aide des gendarmes d'Amancet, n'avait jamais été pris au sérieux. La jeune fille avait fait allusion à la présence de gendarmes du secteur lors des soirées pédocriminelles. Contexte qui ne nous est pas inconnu. C'était Jérémy Lehutte, ce courageux enquêteur citoyen qui suivait le cas de cette victime, cherchant à s'en sortir, en correspondant avec elle. Mais ces correspondances avaient été découvertes par le beau-père proxénète qui, avec la complicité de la propre mère de la jeune fille, la faisait tourner dans des soirées spéciales depuis ses 6 ans, en toute impunité. À notre retour de Charente-Maritime, Jérémy Lehutte nous avait contactés pour nous alerter du danger de mort encouru alors par sa correspondante. Nous étions bien conscients des risques de piège, avec la probabilité que le rendez-vous, pris en urgence avec la jeune fille, ait pu être intercepté par les gendarmes du coin, s'il était vrai que ceux-ci protégeaient le réseau local. Mais nous avions pris la décision de nous exposer à nouveau, cette fois en sortant de notre cadre d'enquête clandestine.
Il s'agissait de tenter de sauver cette jeune témoin victime d'une trop probable mise à mort, sort réservé aux victimes qui commencent à parler. C'est ainsi que nous avons été si opportunément interceptés par un contrôle prétendu inopiné effectué par 2 patrouilles de gendarmerie, le jour de notre rendez-vous à Bollandose, village de 300 habitants, et à l'heure de la sieste. J'avais donc échappé à l'impressionnante traque immédiatement déclenchée après ma fuite dans les champs de maïs. Mais dans cette fuite précipitée, j'avais abandonné aux mains des gendarmes mon cahier de brouillon, sur lequel apparaissaient les traces de nos enquêtes interdites. Environ un mois après cet épisode du 22 septembre, Stan n'étant toujours porté disparu, j'ai donc organisé cette manifestation avec une conférence de presse. Si le thème principal était la disparition de Stan, le sort de la jeune fille de Bollandose, toujours dans les griffes du réseau local, était également au cœur de nos préoccupations, à Jérémy et moi. Après tout, si Stan était tombé, c'était bien pour lui venir en aide et tenter de dénoncer également ce réseau-là. Ce 20 octobre 2012, juste avant la conférence, j'avais de ma propre initiative rencontré ce colonel Burlet, celui qu'on voit au journal télévisé, et je lui avais proposé de venir répondre aux graves accusations que j'avais l'intention de porter publiquement contre la gendarmerie d'Amancé. Il avait refusé, et je ne me suis pas gênée pour dénoncer devant les journalistes l'existence de ce réseau de notables pédocriminels de Franche-Comté et sa protection par la gendarmerie locale. Le 23 octobre 2012, soit 3 jours après, j'ai vécu quelque chose de particulièrement traumatisant qui me provoque encore des cauchemars à l'heure actuelle. Il faut le vivre pour bien comprendre le traumatisme d'une telle agression faite avec l'enrobage d'une interpellation judiciaire, car il s'agit de mon arrestation, suivie de mon incarcération, sans jugement, pour près de 4 mois. Tu peux nous en dire plus quant aux conditions de ton arrestation ? Ce matin du 23 octobre, j'étais en compagnie de Jérémy Lehutte. Nous nous rendions à une manifestation pour la protection de l'enfance, qui se déroulait dans toute la France et en l'occurrence à Besançon. Là, à peine étions-nous descendus de voiture, qu'une équipe de gendarmes civils nous est tombée dessus. J'étais nez à nez avec le canon d'un pistolet, sous le hurlement « Gendarmerie nationale, à terre, à terre !» Je me suis retrouvée au sol avec des menottes dans le dos, sans comprendre ce qui m'arrivait. J'ai su plus tard que celui qui m'avait braqué, c'était l'adjudant Bonito de la section de recherche de Poitiers. Qu'est-ce que les gendarmes de Poitiers venaient faire à Besançon? Nous allons le voir plus loin. Mais pour ceux qui ne le savent pas, l'interpellation sous la menace d'une arme, avec l'usage de menottes, rentre dans un cadre légal bien précis, totalement hors sujet en l'occurrence. Voyons comment la justice entend pourtant justifier la violence de mon arrestation. Je cite. Cette interpellation est effectuée avec l'usage de la force nécessaire afin de prévenir toute tentative de fuite de la part des protagonistes, comme de la part de M. Maillot lors de son contrôle au mois de septembre 2012. D'autant que nous savons que Jeannette Zeeman se sait recherchée par les forces de l'ordre et se sera entourée d'un service de sécurité privé. Il s'agit d'extraits de procès-verbaux du gendarme Bonito que j'ai recopiés d'après ce que j'ai pu voir de mon dossier, dit pénal, après ma sortie de prison et qui méritent que nous nous y arrêtions. Comme on peut le constater, la manifestation du 20 octobre à Amancé était encadrée par les gendarmes. Comment donc peuvent-ils prétendre que 3 jours plus tard, au moment de mon arrestation, je me savais recherchée par les forces de l'ordre? Me serais-je ainsi exposée si ça avait été le cas?
À qui veulent te faire croire ça? Si le 22 septembre 2012, j'avais cru bon de fausser compagnie au petit bataillon de gendarmes venu nous accueillir à Bollandos, près d'Avancey, c'est bien parce que moi, je me savais rechercher depuis des années, ce qui n'est absolument pas ton cas. Prétendre que tu aurais eu l'intention d'en faire autant, alors que 3 jours avant ton arrestation, tu tenais tête à toute une brigade de gendarmerie et à son commandant de région, est un procès d'intention gratuit et crapuleux, utilisé pour justifier la violence de ton arrestation. Ce procès d'intention est basé sur ce pur mensonge. Janet Ziman se sait recherchée par les forces de l'ordre. Nous savons que Janet Ziman se serait entourée d'un service de sécurité privé. J'aimerais maintenant que ce cow-boy de Bonito nous explique d'où il tient ces informations. Quelle résistance as-tu eu à rencontrer avec ta clique, pseudo-gendarme, pour arrêter Janet? Quel service de sécurité as-tu eu à neutraliser pour l'atteindre dans ton action héroïque? Ne sois pas trop sévère, Stan. Peut-être est-ce la présence de Jérémy à mes côtés qui a donné tant d'inquiétude à nos valeureux gendarmes. Vous l'avez compris. Au moment de l'arrestation, les gendarmes ne constataient aucun service de sécurité qui les oblige à user de telles violences pour arrêter Janet. J'ai été sous le choc en apprenant le motif de l'arrestation. Association de malfaiteurs ayant le projet d'un multiple enlèvement des mineurs de moins de 15 ans. Je précise que le gendarme en charge de mon cas, l'adjudant Bonito de la brigade de recherche de Poitiers, ne m'a informé du motif de l'arrestation qu'après m'avoir amené dans les locaux de la gendarmerie de Besançon. Durant le trajet, il a entrepris de me tirer les verres du nez. La précision est importante puisqu'il s'agit d'un deuxième vice de procédure, le premier concernant les violences injustifiées de l'arrestation. En fait, il s'agit de méthodes de crapule qui confirment l'esprit même de notre mise en accusation. C'est ça, cet individu qui m'a même refusé de me donner du papier toilette en cellule m'a maintenu menottée à ma chaise durant toute la durée des interrogatoires de ces 48 heures de garde à vue. J'avais des menottes même pour manger. Bonito me menaçait aussi de me laisser les menottes, même la nuit, si je continuais à refuser de collaborer, c'est-à-dire d'avouer ce crime imaginaire. Car j'avais compris dès le début de l'interrogatoire comment cette inculpation avait été imaginée. Et je dis bien imaginée, car je n'avais jamais eu le projet d'enlèvement d'enfants. Pas plus que je ne faisais partie d'une association de malfaiteurs. Le cœur de cette association de malfaiteurs, de personnes faisant le mal, c'est notre couple et accessoirement toute personne de notre entourage. Pour finir avec l'épisode de ton arrestation, spectaculaire et traumatisante, il ne s'agit donc que d'une mise en scène supposée pallier l'énormité de l'inculpation et camoufler la machination. Une réaction terroriste travestie en mesure judiciaire qui ne repose que sur du procès d'intention, méthode d'inquisition. Et il en est exactement de même concernant la grave inculpation qui nous frappe avec la promesse d'une dizaine d'années de prison.